Je l'ai vu, ce collier scintillant autour du cou de cette vipère, et en un instant, j'ai su que Noël n'était plus une fête, mais une sentence. Mon fils, mon unique sang, l'avait choisi pour elle. Un bijou forgé dans l'or de mes veines, volé à mes souvenirs les plus intimes. Et moi? Rien. Pas un regard, pas un murmure. Juste le vide glacial d'une trahison qui remontait des abysses de notre passé, où j'avais déjà payé le prix du silence pour le sauver. J'ai souri ce soir-là, un sourire de porcelaine fêlée, pendant que les rires factices emplissaient l'appartement haussmannien de Paris, avec ses moulures dorées et ses secrets pourrissants. Mais intérieurement, une lame s'aiguisait. La vengeance n'est pas un cri, c'est un poison lent, distillé goutte à goutte jusqu'à ce que l'autre s'étouffe dans sa propre suffisance. Paris, décembre 2025. La neige tombe en flocons paresseux sur les toits du Marais, comme si la ville elle-même pleurait les illusions perdues. Je m'appelle Élise Duval, et si vous me connaissiez, vous diriez que je suis une femme ordinaire. Veuve depuis 15 ans, galeriste dans une petite boutique de la rue des Francs-Bourgeois, mère d'un fils unique, Antoine, que j'ai élevé seul après que la vie m'a arraché à l'homme que j'aimais. Mais les apparences sont des masques, et derrière le mien, il y a une cicatrice qui saigne encore. Tout a commencé il y a 20 ans, dans cette même ville qui nous berçait d'illusions. Antoine avait 18 ans, un garçon aux yeux vifs comme les miens, aux cheveux bruns hérités de son père. Nous vivions alors dans un appartement modeste du 14e arrondissement, près du parc Montsouris, où les amants se bécotaient sous les marronniers. Son père, Marc, était un architecte prometteur, un homme charismatique qui dessinait des ponts pour relier les âmes, disait-il. Mais les ponts s'effondrent parfois sous le poids des mensonges. Ce soir de printemps 2005, Marc rentra tard, imprégné d'une odeur de vin et de parfum bon marché. Antoine, assis à la table de la cuisine, triturait un livre de philosophie. Sartre, bien sûr, ce poison existentiel que les jeunes Français s'infligent pour se croire profonds. J'étais en train de préparer un coq au vin, le plat familial, quand la porte claqua. Marc entra, titubant légèrement, et posa une main possessive sur l'épaule d'Antoine. « Fils, j'ai une grande nouvelle. On va déménager. Un projet à Lyon, une promotion. Et toi, tu pourras entrer à l'école des beaux-arts là-bas. » Antoine leva les yeux, surpris. « Mais papa et maman? Elle déteste Lyon. » Marc rit, un rire trop fort, trop forcé. « Ta mère comprendra. Les femmes comprennent toujours, quand c'est pour le bien de la famille. » Je me souviens de ce moment comme d'un tableau de Delacroix. La liberté guidant le peuple, mais ici, c'était la trahison qui menait la danse. Plus tard, cette nuit-là, quand Antoine dormait, je fouillais son manteau. Une lettre, froissée, d'une certaine Isabelle, sa secrétaire. Des mots enflammés, des rendez-vous volés, des promesses de fuite. Lyon n'était pas un projet professionnel. C'était une porte de sortie pour lui, avec elle. Le lendemain, je confrontais Marc dans notre chambre, les rideaux tirés sur le soleil indifférent de Paris. « Tu pars avec elle? Et nous, on est quoi? Des dommages collatéraux ?» Il ne n'y a pas. Pire, il ricana. Élise, tu es une bonne mère, mais pas une femme. Isabelle, elle vit. Elle me fait vivre. Antoine comprendra. Les garçons ont besoin d'un père libre. Libre. Ce mot me transperça comme une baïonnette. Je sortis, errante dans les rues, et c'est là que l'idée germa. Pas la fuite, non, mais la justice. La justice française, froide et impitoyable, avec ses codes pénaux et ses assises publiques. Mais Antoine. Mon fils ne devait pas grandir avec le stigmate d'un père adultère, d'une famille brisée en pleine lumière. J'attendis 2 jours. Marc but plus que d'habitude, signant des contrats imaginaires pour son nouveau départ. Le soir du 3e jour, je l'invitai à dîner dans un bistrot anonyme près de la Seine, prétextant une réconciliation. Antoine était chez un ami, révisant pour son bac. Nous parlâmes de tout et de rien, de Proust et de la tour Eiffel illuminée. Puis, dans l'ombre du pont des Arts, je glissai dans son verre une dose de somnifère, pas assez pour tuer, juste pour endormir sa vigilance. Il s'effondra sur le quai, près des bouquinistes endormis. Je pris son téléphone, effaçai les messages compromettants, et appelai les urgences. Mais avant, j'ajoutai une touche, un billet de train pour Lyon, froissé dans sa poche, et une note manuscrite. « Pardonne-moi, Élise. Je pars avec elle. Ne me cherche pas, une confession forgée de mes propres larmes. » Les flics arrivèrent vite. On le trouva là, inerte, une overdose présumée. « Suicide », murmurèrent-ils. L'enquête fut brève. Marc avait des antécédents de dépression, des dettes cachées que j'avais inventées dans les registres de la banque. Pas de traces de lutte, pas de témoins. Juste un homme brisé par ses propres démons. Antoine pleura des nuits entières. « Papa s'est tué à cause de nous ?» demandai-je, feignant l'innocence. « Non, mon chéri.
À cause de lui-même. Mais nous tiendrons. Je tins parole. J'élevai Antoine seul, le poussant aux beaux-arts, où il excella en peinture, capturant les ombres de Paris sur toile. Il devint un artiste reconnu, exposant à la FIAC, vendant des toiles à des collectionneurs japonais. Moi, je repris la galerie familiale, transformant le deuil en affaire florissante. Nous étions inséparables, liés par ce secret que je portais comme une croix. J'avais tué Marc, non pas de mes mains, mais de mon esprit calculateur, pour protéger mon fils de la honte. Mais les secrets, en France, sont comme le vin, ils mûrissent, puis ils aigrissent. 10 ans plus tard, Antoine rencontra Claire. Ah, Claire. Une beauté fatale sortie d'un roman de Zola, blonde, aux yeux verts comme la Loire en crue, issue d'une famille de notables lyonnais. Elle était avocate, spécialisée en droit pénal, ironie du sort. Ils se rencontrèrent à une vernissage dans ma galerie, où elle acheta une de ses toiles pour un prix exorbitant. C'est pour impressionner mon père, gloussa-t-elle, mais ses yeux disaient « pour te posséder ». Au début, je l'aimais bien. Elle apportait de la lumière à Antoine, qui avait toujours cette ombre dans le regard, celle de son père absent. Ils se marièrent en 2020, une cérémonie intime à la mairie du VE arrondissement, suivie d'un banquet au Procope, où Voltaire avait jadis conspiré. Je payais tout, bien sûr, la robe de Claire, un nuage de soie blanche, et le voyage de noces à la Côte d'Azur. « Maman, tu es notre ange gardien », murmura Antoine, en m'embrassant la joue. Mais Claire. Oh, Claire était un serpent sous la soie. Peu à peu, elle s'insinua. D'abord, des petites remarques. « Élise, votre appartement est charmant, mais si vieillot. Laissez-moi vous aider à le moderniser. » Puis, sur Antoine, « Il est si talentueux, mais il boit trop. Vous l'avez gâté, non ?» Je souris, avalant l'amertume, me rappelant que les Françaises savent se taire pour survivre. Un soir d'automne 2023, tout bascula. Nous dînions chez eux, dans leur loft rénové du 11e, avec vue sur la Bastille. Claire servit un Bordeaux millésimé, un Romanée Conti que j'avais offert pour leur anniversaire de mariage. À la famille, trinquait-elle, ses lèvres ourlées d'un sourire carnassier. La conversation dévia sur Marc. Antoine, un verre à la main, se lança. « Tu sais, maman, j'ai toujours cru que papa s'était suicidé par dépression. Mais l'autre jour, en triant des vieux papiers, j'ai trouvé une lettre. De lui à toi. Il parlait d'Isabelle, de Lyon. Il voulait partir avec elle. » Mon cœur s'arrêta. Claire posa sa fourchette, feignant la surprise. « Oh, mon Dieu, Élise. C'est affreux. Marc vous trompait ?» Je hochai la tête, les mains tremblantes sous la table. Oui. Il m'a laissé avec un mot. Un suicide pour échapper à sa culpabilité. Antoine fronça les sourcils. Mais la lettre. Elle était dans ses affaires, pas les tiennes. Et il n'y avait pas de mot d'adieu. Juste des regrets. Claire intervint, sa voix douce comme du miel empoisonné. Peut-être qu'il l'a écrit avant, et que le désespoir l'a emporté. Les hommes sont faibles, parfois. Mais ses yeux. Ils brillaient d'une lueur que je reconnus, la satisfaction du chasseur. Plus tard, seul dans ma galerie, je fouillais mes souvenirs. Claire avait grandi à Lyon. Son père était un juge influent, connu pour ses affaires de corruption. Et Isabelle Moreau, la maîtresse de Marc, s'était suicidée 2 ans après sa mort, overdose, encore. Coïncidence? Non. Je creusais. Un soir, caché dans l'ombre d'un café près de leur loft, j'entendis Claire au téléphone. « Oui, père, l'enquête est close depuis longtemps. Duval était un lâche. Et maintenant, avec Antoine, on tient la veuve. Elle paiera pour ses silences. » Paiera? Pourquoi? Le lendemain, je piratai leur ordinateur. Un vieil ami à cœur, un breton bourru qui me devait une faveur depuis l'affaire de la galerie volée en 2018. Les fichiers étaient là, des copies de l'enquête sur Marc, annotées de la main de Claire. Elle avait fouillé les archives judiciaires, utilisant ses connexions. Et pire, une correspondance avec un privé, révélant que Marc n'était pas mort d'overdose naturelle. Des traces de somnifères forcés, un scénario de meurtre maquillé en suicide. Claire savait. Depuis le début. Son père, le juge, avait couvert l'affaire pour des raisons obscures. Peut-être un pot de vin de Marc, ou une dette ancienne. Mais Claire. Elle avait épousé Antoine pour ça. Pour me détruire, pour venger une vieille rancune familiale. Isabelle était sa tante, tuée par le chagrin après la trahison de Marc, une trahison que j'avais orchestrée. Le choc me plia en deux. Mon fils, mon sang, marié à la nièce de la femme que j'avais indirectement brisée. Et Antoine, ignorant tout, ou pire, complice? Non, il ne pouvait pas.
Mais Claire l'avait empoisonné, goutte à goutte, avec ses mensonges. La vengeance naquit ce soir-là, dans l'odeur de la peinture fraîche de ma galerie. Pas un éclat de violence. Non, ça serait trop vulgaire, trop américain. Une vengeance à la française, subtile, littéraire, impitoyable comme un polar de Simenon. Je commencerai par les fissures, semer le doute, révéler des fragments, les laisser s'entre-déchirer. Et au climax, Noël, ce Noël 2025, où le collier, un pendentif en émeraude, hérité de ma grand-mère, symbole de mon lignage, serait l'arme fatale. Les mois suivants furent un ballet macabre, une valse lente dans les salons enfumés de Paris. Je jouais mon rôle à la perfection, la belle-mère aimante, la confidente, la veuve résiliente. Chaque dimanche, je les invitais à bruncher dans ma galerie, servant des croissants chauds et du café serré, écoutant leurs anecdotes comme si elles étaient des tableaux à cataloguer. Antoine parlait de sa prochaine expo au Centre Pompidou, Claire, de ses plaidoiries triomphantes au palais de justice. Mais sous la surface, je tissais ma toile. D'abord, un faux mail anonyme à Antoine. Ta femme, c'est pour ton père. Demande-lui pourquoi son père a classé l'affaire si vite. Je l'envoyais depuis un compte jetable, via un cybercafé du quartier latin, où les étudiants branchés ne posent pas de questions. Antoine me confia son trouble lors d'une promenade le long de la Seine, sous les platanes dénudés de l'hiver naissant. Maman, Claire est bizarre ces temps-ci. Elle sursaute quand je mentionne papa. Et se mêle. C'est quoi, cette histoire de juge? Je posai une main sur son bras, feignant l'inquiétude. Mon chéri, les fantômes du passé. Parfois, ils reviennent hanter les vivants. Mais ne l'accuse pas par lui, avec amour. Il obéit, bien sûr. Ce soir-là, leur dispute éclata comme un orage sur la Bastille. Je les observais de loin, cachés dans l'ombre d'un porche, un foulard sur le visage. Claire hurla. Ton père était un menteur. Un voleur d'âme. Ma tante Isabelle s'est tuée à cause de lui. Antoine, abasourdi, mais le suicide. C'était sa dépression. Pas tout à fait, pensais-je, un sourire amer aux lèvres. Claire lâcha des bribes. Le juge, les archives, une dette familiale que Marc avait contractée auprès de son père. Un prêt pour financer une maîtresse, ou pire, un chantage. Mais elle tut l'essentiel. Son plan de vengeance, hérité de son sang lyonnais, vindicatif comme les soieries qu'il tissait jadis dans les ateliers de la Croix-Rousse. Antoine rentra chez moi ce soir-là, les yeux rougis, une bouteille de calva à la main. Elle ment, maman. Ou elle cache quelque chose. Je l'aime, mais... L'amour est aveugle, mon fils, répondis-je, versant le liquide ambré dans des verres en cristal de baccarat. Mais la vérité, elle est comme la lumière de Rembrandt, elle révèle les ombres. Nous parlâmes tard. Je lui racontai une version édulcorée de Marc. L'adultère, oui, mais pas le suicide forcé. Juste un homme faible qui s'était noyé dans son vin. Antoine hocha la tête, serrant ma main. Tu as tout enduré pour moi. Je ne te décevrai pas. Pourtant, il le fit, sans le savoir. Claire, rusée comme un renard des Cévennes, rebondit vite. Elle organisa une thérapie de couple, chez un psy branché du 7e, près de l'Invalide. Pour nous sauver, dit-elle à Antoine. Et en parallèle, elle me harcelait subtilement. Des appels anonymes, des fleurs fanées déposées à ma porte, avec des cartes, les veuves mentent. Un classique de la guerre psychologique, à la française, pas de balles, juste des épines. Je ripostais avec élégance. Via mon hacker breton, je plantais des preuves numériques, des transferts bancaires fictifs de Claire vers un compte offshore, suggérant qu'elle blanchissait de l'argent de ses plaidoiries. Rien de mortel, juste assez pour alerter son cabinet. Bientôt, une enquête interne l'a mis sous pression. Ses associés la regardaient de travers lors des pauses café au tribunal. Claire suspecta vite. Un après-midi pluvieux, elle débarqua à la galerie sans prévenir, son tailleur Chanel trempé, ses yeux verts comme des lames. « Élise, arrêtez ce petit jeu. Je sais que c'est vous. Pour Marc, pour Isabelle, vous avez gagné. Il est mort, elle est brisée. Laissez-nous en paix. » Je ris, un rire de gorge, comme dans un film de Chabrol. « Ma chère Claire, la paix, c'est pour les tombes. Moi, je vis encore. Et Antoine, il mérite mieux qu'une vipère qui suce le venin de ses ancêtres. » Elle blêmit, mais se reprit, il m'aime. Et bientôt, il saura tout de vous. Le somnifère dans le verre, la lettre forgée. J'ai les rapports toxicologiques. Mon père les a gardés, au cas où. Le choc fut électrique. Elle bluffait elle, ou pire, avait-elle des preuves? Je la fixai, mon cœur battant la chamade sous mon chemisier en lin. Prouvez-le. Alors, allez voir la police. Faites de mon fils un orphelin 2 fois. Elle hésita.
Juste une seconde, assez pour que je sache, elle n'irait pas. Pas encore. Parce que détruire Antoine, c'était détruire son emprise. Au lieu de ça, elle pivota. D'accord. Pas de scandale. Mais à Noël, chez nous, vous viendrez. Et on enterrera le passé. Avec un cadeau. Le collier. Elle le savait déjà. Antoine, dans son innocence, avait fouillé mes tiroirs, trouvé l'émeraude de grand-mère, et l'avait offerte à Claire pour Noël. Symbole de pureté, d'héritage. Volé à moi, pour elle. Les semaines suivantes furent un tourbillon de tension. Antoine, déchiré, alternait entre sa femme et sa mère, comme un funambule sur le fil de la Seine. Claire multipliait les lancements, des dîners avec des amis influents, où elle me snobait subtilement, commentant mes choix vestimentaires datés devant des critiques d'art. Moi, je répondais par des invitations sélectives, exposant des toiles d'Antoine sans mentionner son épouse, la reléguant au rôle de potiche. La fracture s'élargit. Un soir, Antoine m'appela en pleurs, « Elle veut un enfant, maman. » Mais je ne sais plus. Avec ses secrets. Un enfant ? Répétai-je, la voix un fil tendu. Avec le sang d'une menteuse ? Réfléchis, mon fils. Le passé nous rattrape toujours. Il raccrocha, et je sus que le climax approchait. Noël 2025. Leur loft illuminé de guirlandes, l'arbre chargé de boules en verre de Murano que j'avais offerte. Et moi, au centre, avec mon cadeau empoisonné, la vérité, nue et tranchante. Mais Claire anticipa. La veille de Noël, elle m'envoyait un colis, une boîte en velours noir, contenant une fiole vide, celle des somnifères, gravée d'un M pour Marc. Et une note, « Joyeux Noël, Élise ». Ou devrais-je dire, meurtrière ? Demain, Antoine saura. La nuit fut sans sommeil. Paris, dehors, bruissait de chants et de klaxons, mais dans ma tête, c'était le silence des assises, le marteau du juge tombant comme une guillotine. Gia gánh tội thay cho con trai. Mai giờ, con trai phản bội tôi, dù vô tình. Không, anh ấy là nạn nhân. Và Claire, cô ta phải trả giá. Le matin de Noël, je me préparais comme pour un bal masqué, robe noire de velours, perles au cou, un collier modeste, pour contraster. Je descendis au métro, ligne 1 vers Bastille, le cœur serré dans un étau. Leur porte s'ouvrit sur des odeurs de dinde rôtie et de vin chaud. Antoine m'embrassa, distrait. Claire, radieuse, le collier émeraude scintillant sur sa poitrine. « Joyeux Noël, Élise », dit-elle, les yeux triomphants. « Entrez. On a une surprise. » Le loft était un piège tendu, orné de lumières tamisées et de bougies vacillantes qui projetaient des ombres dansantes sur les murs blancs. L'arbre de Noël trônait au centre, ses branches ployantes sous le poids des paquets enveloppés de papier doré. Antoine, en chemise blanche impeccable, versait du champagne dans des flûtes en cristal. « Maman, assieds-toi. Claire a préparé un festin. Et j'ai un cadeau pour toi. » Mon cœur sauta un battement. Un cadeau ? Après le collier volé, Claire, perchée sur le canapé en cuir, croisa les jambes, sa jupe crayon remontant juste assez pour révéler une jarretière en dentelle. Un détail provoquant, comme si elle marquait son territoire. Oui, Élise. Antoine a été si généreux cette année. Regardez ce que j'ai reçu. Elle effleura l'émeraude, qui captura la lumière comme un œil vert accusateur. Je m'assis, les mains croisées sur mes genoux, un sourire plaqué sur les lèvres. Magnifique. Un héritage familial, n'est-ce pas ? Ma grand-mère l'a porté lors de son mariage en 1947, juste après la Libération. Elle disait que c'était un talisman contre les trahisons. Antoine rougit légèrement. Je l'ai trouvé dans tes affaires, maman. Claire l'adore. Et pour toi, j'ai quelque chose de spécial. Il disparut dans la chambre, revenant avec une petite boîte. Dedans, un bracelet en argent, gravé d'une inscription « À ma mère, pour toujours ». Antoine. C'était touchant, modeste, sincère. Mais à côté du collier, c'était une aumône. Claire observa ma réaction, un sourcil arqué. Charmant, n'est-ce pas ? Les fils savent récompenser leur mère. Le dîner commença. Dinde farcie aux truffes, pommes de terre sarladaises et un Saint-Émilion décanté. Nous parlâmes de tout, de l'expo d'Antoine au printemps, des procès de Claire. Elle en avait gagné un contre un politicien corrompu, une affaire qui faisait les gros titres du Figaro. La justice est aveugle, mais pas sourde, dit-elle, levant son verre. Ses yeux me transperçaient. Puis, inévitablement, la conversation glissa vers le passé. Antoine, un peu ivre, posa la question fatidique. « Maman et papa ? Ce Noël, j'y pense plus. S'il avait été là. » Claire sauta sur l'occasion.
Marc était un homme compliqué, d'après ce que j'ai lu dans les archives. Elle s'arrêta, feignant l'hésitation. Antoine se raidit. Les archives? Quelles archives? Je sentis le piège se refermer. Mon pouls s'accéléra, mais je restai calme, comme une actrice de la comédie française face à un public hostile. Laisse, mon chéri. Le passé est un livre fermé. Mais Claire insista, sa voix mielleuse. Non, Élise, il mérite la vérité. Ton père n'était pas déprimé, Antoine. Il était poussé au bord. Par des dettes, des mensonges. Et cette lettre à Isabelle. Antoine pâlit. Isabelle? Qui est-ce? Le silence tomba, lourd comme la neige dehors. Claire sourit, victorieuse. La maîtresse de ton père. Elle s'est suicidée après sa mort. Une coïncidence tragique. Mais Élise. Elle savait. Elle a même aidé à couvrir. Assez. Tonnai-je, me levant d'un bond. Le verre tinta sur la table. Claire, vos insinuations sont viles. Marc s'est tué parce qu'il était faible. J'ai protégé mon fils de la boue. Et vous? Vous, avec votre collier volé, vous osez parler de vérité? Antoine, les yeux écarquillés, balbutia. Couvrir? Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Claire se leva à son tour, théâtrale, sortant de son sac la fiole vide. Ça veut dire ça. La preuve. Somnifère forcé. Ton père n'a pas avalé, il a été drogué. Par elle. Le monde bascula. Antoine fixa la fiole, puis moi, son visage déformé par l'horreur. Maman. Non. Dis-moi que c'est faux. Je ne pouvais plus mentir. Pas entièrement. Les larmes montèrent, salées comme la mer de Bretagne. Mon chéri. J'ai fait ça pour toi. Pour nous épargner le scandale. Marc partait avec elle, Isabelle. Il nous abandonnait. J'ai arrangé sa sortie. Pas pour tuer, juste pour qu'il disparaisse. Mais il est mort. Et j'ai porté ce poids seul. Antoine recula, trébuchant contre l'arbre. Les boules s'écrasèrent au sol dans un tintement funèbre. Tu l'as tuée? Ma mère. Une meurtrière? Claire exulta. Presque. Tu vois? Elle avoue. Appelle la police, Antoine. Finissons. Mais il ne bougea pas. Au lieu de ça, il se tourna vers elle, la voix brisée. Et toi? Pourquoi tu sais tout ça? Pourquoi tu m'as épousée, si c'était pour ça? Claire hésita, son masque craquelant. Pour la justice. Pour Isabelle, ma tante. Ton père l'a brisée, et ta mère l'a achevée. Je voulais. Rééquilibrer. Rééquilibrer? Hurla Antoine. En me manipulant? En semant le doute? Tu m'as fait douter de ma propre mère. La dispute explosa, un feu d'artifice de mots acérés. Antoine accusa Claire de vengeance froide, de mariage calculé. Elle riposta, révélant plus. Son père avait couvert l'affaire parce que Marc lui devait de l'argent, un investissement foireux dans une affaire immobilière. Ton père était un escroc. Et elle, une complice. Je profitais du chaos pour glisser la clé USB que j'avais préparée. Des preuves contre le père de Claire, des transferts bancaires réels cette fois, exhumés par mon hacker. Regarde ça, Antoine. Télécharge. Ta justice est pourrie jusqu'à la moelle. Il le fit, sur son laptop près du sapin. Les chiffres défilèrent. Corruption, pot de vin. Claire blêmit. C'est faux. Élise, vous. Non, ma chère. C'est la vérité que vous aimez tant. Antoine, dévasté, se leva. Sortez. Tous les deux. Non, toi, Claire. C'est fini. Tu as empoisonné tout. Elle pleura, supplia, mais il fut inflexible. La porte claqua derrière elle, dans le froid parisien. Puis, il se tourna vers moi, les yeux hantés. Et toi, maman? Tu as tué papa. Pour moi? J'hochai la tête, brisé. Oui. Et je recommencerai. Il s'effondra en sanglots, et je le serrai contre moi, pour la première fois depuis des années, comme quand il était enfant. Noël se transforma en veillée funèbre pour nos illusions perdues. Mais la vengeance n'était pas finie. Claire, dehors, ourdissait déjà son retour. Je le sentais. Les jours après Noël furent un brouillard de neige et de regrets, Paris enveloppé dans un manteau blanc qui étouffait les cris. Antoine resta cloîtré dans son loft, refusant mes appels, peignant frénétiquement des toiles sombres, des abstractions de fractures, de lacs noirs où des ombres se noyaient. J'errais dans la galerie, cataloguant des œuvres que plus personne ne voyait, hanté par le regard de mon fils, un mélange d'amour brisé et de dégoût filial. Claire, elle, disparut un temps.
Pas de nouvelles, pas de harcèlement. Juste un silence oppressant, comme l'accalmie avant la tempête dans un opéra de Verdi. Je creusais, bien sûr. Mon breton m'apprit qu'elle avait pris un congé sabbatique, invoquant un burn-out. Mais ces traces numériques menaient à Lyon. Des réservations d'hôtels près de la Pardieu, des appels à un avocat spécialisé en divorce contentieux. Elle préparait sa contre-attaque. Une plainte pour meurtre? Non, trop risqué. Les preuves étaient minces et Antoine, témoin clé, la haïssait maintenant. Plutôt, un divorce sanglant. Réclamer la moitié des biens d'Antoine, dont les toiles exposées dans ma galerie. Et pire, traîner mon nom dans la boue publique, via des fuites aux médias, Le Monde, peut-être, avec un titre accrocheur, l'héritage maudit d'un galeriste, meurtres et mensonges familiaux. Je ne pouvais pas la laisser faire. La vengeance, à ce stade, n'était plus personnelle. C'était une question de survie, pour Antoine, pour l'empire que j'avais bâti sur le sable de mes péchés. J'appelai un vieil ami, Jacques, un ancien flic de la PJ, reconverti en consultant privé. Nous nous rencontrâmes dans un bar-tabac du 13e, près de la Bibliothèque nationale, où les anciens boivent du pastis en refaisant le monde. « Élise, tu joues avec le feu », grommela-t-il, allumant une gauloise malgré l'interdiction. « Cette Claire, c'est une louve. Son père est intouchable. Mais elle a des dossiers sur tout Paris. Aide-moi, Jacques. Trouve-moi de la boue sur elle. Quelque chose qui la noie. » Il accepta, pour l'ancienne fois, j'avais sauvé sa nièce d'une affaire de drogue il y a 10 ans, en payant un juge complaisant. 2 jours plus tard, il revint avec un dossier. Claire avait eu une liaison, 2 ans plus tôt, avec un collègue avocat. Pas un adultère banal. Non, l'homme était marié, avec enfant, et Claire l'avait fait chanter pour booster sa carrière. Des mails compromettants, des photos volées. Pire, elle avait avorté en secret, sans en parler à Antoine, craignant que ça n'altère son projet. C'était suffisant pour la discréditer. Mais je voulais plus, une torsion, un twist qui la briserait de l'intérieur. J'organisai une rencontre fortuite, chez un café du Marais, prétextant une discussion pour Antoine. Elle vint, élégante en manteau de cachemire, les cheveux relevés en chignon sévère. « Élise, dit-elle en s'asseyant, trêve? Pour lui. » Je souris, posant le dossier sur la table. Trêve ou capitulation? Lisez. Ses yeux s'écarquillèrent en feuilletant les pages. Comment. Vous n'oseriez pas. Ça détruirait ma réputation. Comme vous avez détruit la mienne? Non, Claire. C'est un échange. Signez les papiers de divorce sans un sou, et ça reste entre nous. Sinon, j'envoie ça à votre cabinet, à votre père, et au canard enchaîné pour le fun. Elle trembla, mais sa ruse revint. Et votre secret? Le meurtre de Marc? J'ai les toxines. Un labo privé peut les analyser. Bluff. Jacques avait vérifié. La fiole était vide, les rapports anciens effacés des archives. Allez-y. Prouvez que c'était moi, pas un suicide alcoolisé. Et Antoine, il vous haïra plus encore. Nous négociâmes comme des marchandes au marché d'Aligre. Elle céda sur le divorce, mais exigea une clause. Je lui rendrai le collier, symbole de sa victoire. Je refusai. Gardez-le. Portez-le comme une chaîne. Elle partit, vaincue mais pas brisée. Ce soir-là, Antoine m'appela enfin. Maman, je veux te voir. Tout comprendre. Nous nous retrouvâmes dans un bistrot anonyme près de Montparnasse, sous les néons clignotants. Il était maigre, les traits tirés, une toile roulée sous le bras. Un portrait de moi, jeune, avec Marc, déformé par des coups de pinceau rageurs. J'ai peint ça. Pour exorciser. Papa. Tu l'as tué? Vraiment? Je racontais tout, l'adultère, la drogue, la lettre forgée. Pas pour excuser, mais pour libérer. J'étais jeune, terrifié. Pour toi, Antoine. Pour que tu grandisses sans cette ombre. Il pleura, puis me serra dans ses bras. Je te hais pour ça. Et je t'aime plus fort. Claire. Elle m'a manipulé. Merci de l'avoir arrêté. Le pardon était fragile, comme une toile fraîche. Mais c'était un début. Nous rentrâmes ensemble, bras dessus bras dessous, dans la nuit parisienne. La galerie rouvrit. Ses toiles se vendirent mieux, imprégnées de cette catharsis brute. Pourtant, le twist guettait. Une semaine plus tard, un colis anonyme, le collier émeraude, taché de sang. Et une note, vous avez gagné la bataille, Élise. Mais la guerre? Mon père arrive. Lyon ne pardonne pas, Claire avait fui, mais son ombre planait. Son père, le juge, ouvrait une enquête discrète sur la mort de Marc, pas pour moi, mais pour protéger sa lignée, en me piégeant comme bouc émissaire. La tension remonta,
UAM comme un ciel d'orage sur la Loire. Antoine, apprenant ça, choisit. On fuit ou on affronte? Je choisis la confrontation. Une confrontation française, publique, littéraire, impitoyable. Le printemps 2026 arriva comme une lame, taillant les bourgeons de la rédemption naissante. Paris se parait de ses plus beaux atours, les quais fleuris, les terrasses bondées de Parisiens en lunettes de soleil, sirotant des quais royaux. Mais pour nous, c'était le prélude à l'assaut final. Le juge Henri Duval, ironie du nom, un Duval comme moi, lança son offensive subtile. Une convocation informelle à son cabinet lyonnais, sous prétexte des archives familiales. Antoine insista pour venir. C'est mon héritage aussi, maman. On affronte ensemble. Le TGV nous emporta vers le sud, filant à travers les vignobles de Bourgogne comme une veine ouverte. Lyon nous accueillit avec son humidité tenace, ses traboules sombres où les révoltes passées murmuraient encore. Le cabinet du juge était un hôtel particulier du vieux Lyon, avec des tapisseries Renaissance et une odeur de cire d'abeille. Henri nous reçut dans un bureau lambrissé, un homme sec comme un santon, aux yeux froids derrière des lunettes en écaille. Claire était là, en tailleur gris, le collier absent au rendu ou caché. Élise, Antoine. Asseyez-vous. Pas d'hostilité. Juste des clarifications. Il étala des documents jaunis, rapport d'autopsie, témoignage d'Isabelle. Marc Duval, votre mari, Élise n'est pas mort par suicide pur. Les somnifères. Excès thérapeutique ou empoisonnement. Et vous, madame, avez été vue près du pont ce soir-là. Antoine se raidit. Grand-père? C'est une accusation? Henri sourit, un rictus de requin. Pas encore. Mais Claire. Elle souffre. Sa tante, brisée par votre père. Ce collier? Un symbole. Élise l'a volé à notre histoire. Claire intervint, la voix chevrotante. Antoine, je t'aime encore. Épousons-nous vraiment. Oublions Élise. Elle est toxique. Le twist frappa comme la foudre. Antoine se tourna vers elle, puis vers moi. Tu mens encore? Le chantage, l'avortement? Henri blêmit. Qu'est-ce que? Je sortis le dossier, le vrai, avec preuve. Votre fille n'est pas innocente, juge. Elle a manipulé, menti, détruit. Et vous? Vous avez couvert pour de l'argent. Marc vous devait? Ou vous lui deviez? Henri se décomposa. Les documents révélèrent un prêt usuraire, des intérêts exorbitants. Marc s'était suicidé pour y échapper, en partie. Mon empoisonnement n'était que le catalyseur. Claire hurla. Papa, dis-lui. C'était pour la famille. Mais Antoine se leva, furieux. Famille? Vous avez tous pourri la mienne. Maman a péché, oui. Mais pour me protéger. Vous? Pour l'argent et la vengeance. Le juge tenta de sauver la face. Allons, un arrangement. Pas de scandale. Lyon reste Lyon. Antoine rit, amer. Non. On publie tout. Dans un livre, peut-être. Ou un article. La vérité, à la française, publique. Nous partîmes, laissant Henri et Claire dans leur mausolée de mensonges. De retour à Paris, Antoine transforma le trauma en art. Une expo choc, héritage empoisonné, où il exposa nos secrets, anonymisés, mais évidents pour les initiés. Les critiques s'enflammèrent. Un polar familial, brillant et controversé. Duval accuse. Mais qui est le vrai coupable? Le public se divisa. Certains me virent comme une mère monstrueuse, d'autres comme une héroïne tragique. Elle a gagne Titaïcon, murmuraient les uns. Une Médéa moderne, rétorquèrent les autres. Les ventes explosèrent. La galerie devint un sanctuaire. Claire, elle divorça discrètement, exilée à Lyon, son père mis à la retraite forcée. Le collier, Antoine me le rendit, lors d'un dîner simple au Procope. Pour toi, maman. Le talisman. Je le portais ce soir-là, sous les lumières de la ville. La vengeance était accomplie. Pas une victoire éclatante, mais une paix âpre, UAM encore. Antoine et moi, liés plus fort, mais marqués. Était-ce un happy end? Un bi kịch muộn màng. Les lecteurs jugeront. Moi, je sais, en France, la revanche n'efface pas les cicatrices. Elle est grave plus profond. Et Noël suivant, nous le fîmes seuls, avec du vin chaud et des souvenirs non dits. Pas de collier volé. Juste nous.